Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1849 et l'histoire solennelle de Patrick O'Connor. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de véritables personnes, dont les vies ont été irrémédiablement changées par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire, telle qu'elle peut être racontée au mieux. Au cours de l'été 1849, Londres était une ville au contraste saisissant, un lieu d'immense richesse et de misère désespérée, de grandes constructions et de taudis cachés. Dans le district industriel de Bermondsey, au milieu des tanneries et des quais, un crime motivé par une cupidité calculée et une brutalité choquante était sur le point de capter l'attention de la nation. Il allait être connu sous le nom de l'horreur de Bermondsey ou de Bermondsey Horror. La victime était Patrick O'Connor, un agent des douanes d'origine irlandaise, prospère et prêteur d'argent clandestin. Les auteurs étaient un couple marié qu'il considérait comme ses amis, les époux d'apparence respectable, Frédéric et Maria Manning. Les vies de ces trois individus étaient entrelacées dans un réseau complexe de romances passées, d'amitié et de dépendance financière. Maria Manning, née Marie de Roux aux Suisses, était une ancienne femme de chambre qui avait servi dans certaines des plus grandes familles aristocratiques d'Angleterre. Elle était décrite comme intelligente, ambitieuse et étonnamment calme. Avant son mariage, elle avait été la maîtresse de Patrick O'Connor. Son mari, Frédéric George Manning, était un ancien garde-barrière devenu tenancier des pubs. C'était un homme accablé par les dettes et ayant un passé d'entreprise commerciale raté. Malgré le mariage de Maria avec Frédéric, Patrick O'Connor restait une présence constante et intime dans leur vie. Il était un invité fréquent à leur domicile et sa richesse considérable, gagnée par son travail et ses prêts à intérêt élevés, était une source de grande tentation pour le couple en difficulté financière. À l'été 1849, les Manning se trouvaient dans une situation financière désespérée. Leur pub avait fait faillite et ils étaient profondément endettés. Leur regard se tourna vers leur riche ami, Patrick O'Connor, non pas comme un prêteur, mais comme une source de butin. Un plan sombre et méticuleux commença à se former, largement mené par la froide détermination de Maria. Dans les jours précédant le 9 août, elle fit une série d'achats révélateurs. Elle acheta une pelle chez un quincaillier local. Elle acquit également une quantité importante de chaux vive, une substance caustique souvent utilisée pour accélérer la décomposition de la matière organique. Les outils du crime et de sa dissimulation en main, la scène était prête. Dans la soirée du jeudi 9 août 1849, Maria Manning invita Patrick O'Connor à dîner dans leur petite maison au numéro 3 Miniver Place, Bermondsey. Ignorant le piège, il accepta. La séquence précise des événements de cette nuit fatale serait plus tard débattue au tribunal, mais les preuves médico-légales racontèrent une histoire glaçante. Patrick O'Connor fut accueilli chez les Manning et invité à se laver les mains avant le dîner. On pense qu'alors qu'il se tenait dos à elle, Maria Manning a levé un pistolet et lui a tiré une balle dans la nuque. La blessure ne fut pas immédiatement fatale. Alors qu'O'Connor s'affaissait, Frédéric Manning, qui attendait, rejoignit l'assaut. Il matraqua leur invité blessé avec un lourd outil en fer, probablement un pied de biche ou un grand ciseau, jusqu'à ce qu'il soit mort. L'attaque fut d'une force sauvage et écrasante. Immédiatement après, ils dépouillèrent le corps d'O'Connor de ses clés et de ses objets de valeur, puis transportèrent sa dépouille vers une fosse pré-creusée sous les dalles de leur cuisine. Ils recouvrirent le corps de chaux vive avant de remettre les pierres et la terre en place. Leur ami et bienfaiteur étant enterré sous leurs pieds, le froid calcul de Maria Manning se manifesta. Le lendemain du meurtre, elle se rendit au logement d'O'Connor sur Greenwood Street. Utilisant les clés qu'elle avait volées sur son cadavre, elle entra et mena une fouille minutieuse de ses pièces. Sa cible principale était sa richesse cachée. Elle localisa et vola une quantité importante d'argent liquide, ainsi que plusieurs actions de chemin de fer et obligations étrangères de grande valeur. Ayant sécurisé leur butin, les Manning commencèrent à effacer méthodiquement leur présence de Miniver Place.
Ils vendirent leurs meubles à un brocanteur local et préparèrent leur fuite. Maria annonça calmement au nouveau propriétaire des meubles qu'elle et son mari partaient pour la campagne. Une ultime tromperie, avant de devenir des fugitifs. Patrick O'Connor était un homme d'habitude régulière et sa disparition soudaine ne passa pas inaperçue. Lorsqu'il ne se présenta pas au travail au London Docks pendant plusieurs jours, ses collègues et son frère devinrent très inquiets. Ils connaissaient son association étroite avec les Manning et orientèrent la police vers leur domicile, à Bermondsey. Le 17 août, des policiers arrivèrent au 3 Miniver Place et la trouvaient abandonnée. La maison était vide de meubles, mais quelque chose dans la cuisine éveilla immédiatement leurs soupçons. Le sol en pierre était humide dans une section et une petite zone semblait légèrement affaissée. Un officier pressa les dalles et une odeur nauséabonde de décomposition s'éleva des fissures. Les pierres furent soulevées et après avoir creusé à travers une couche de terre et de chaux vive, les chercheurs découvrirent le corps d'un homme, replié dans la fosse peu profonde. L'horreur de Bermondsey avait été déterrée. La découverte du corps déclencha une chasse à l'homme sensationnelle. La police disposait désormais d'une nouvelle technologie puissante, le télégraphe électrique. Les descriptions du couple en fuite furent rapidement transmises aux forces de police à travers le pays. Maria Manning s'était enfuie vers le nord, en train. À Édimbourg, elle tenta d'échanger certaines des actions ferroviaires étrangères d'O'Connor, un geste qui suscita immédiatement des soupçons. Sa description, celle d'une femme bien habillée, aux cheveux foncés, parlant avec un accent étranger, avait été largement diffusée. Elle fut arrêtée le 20 août. Les titres volés de Connor furent trouvés en sa possession. Frédéric Manning s'était enfui séparément, se dirigeant vers l'île de Jersey dans les îles anglo-normandes. Il fut identifié grâce à la description télégraphiée aux autorités de l'île et fut arrêté le 21 août. Le télégraphe avait prouvé son efficacité et le filet s'était refermé autour des tueurs. Le procès de Frédéric et Maria Manning à l'Old Bailey en octobre 1849 fut le spectacle de l'année. Des foules se rassemblaient quotidiennement, désespérées d'apercevoir le couple tristement célèbre. À l'intérieur de la salle d'audience, les Manning se retournèrent l'un contre l'autre dans une tentative désespérée d'échapper à la potence. Leur défense était celle de la récrimination mutuelle. Frédéric affirma que Maria était le véritable monstre, le cerveau manipulateur qui avait tiré le premier coup et l'avait forcé à participer. Maria, qui se présenta au tribunal chaque jour vêtue d'un élégant satin noir, se présenta comme une épouse terrifiée, un témoin involontaire d'un meurtre commis par son mari dans un accès de rage jalouse concernant sa relation passée avec O'Connor. Contre ce jeu d'accusations amères, l'accusation exposa les preuves circonstancielles accablantes, les achats prémédités, la propriété volée et le fait indéniable du corps enterré dans leur cuisine. Le jury ne fut pas ébranlé par leur théâtralité. Après avoir délibéré pendant seulement 45 minutes, il rendit un verdict de culpabilité pour Frédéric et Maria. En entendant le verdict, Frédéric resta impassible, mais Maria explosa de fureur. Elle déversa un torrent d'injures sur le juge, le jury et le système juridique britannique, déclarant de manière célèbre « Il n'y a ni justice ni droit pour une étrangère dans ce pays ». Elle fut condamnée, avec son mari, à être pendue. Le comportement froid de Maria et sa tenue de cour à la mode, en particulier sa robe de satin noir, devinrent un sujet de fascination morbide du public, à tel point que le musée de cire de Madame Tussaud créa immédiatement des figures du couple, et il fut rapporté que le satin noir devint un choix de tissu sinistrement populaire auprès du public. Au matin du 13 novembre 1849, une foule immense et indisciplinée, estimée à près de 50 000 personnes, se rassembla devant la prison de Horsemonger Lane pour l'exécution publique des Manning. C'était une scène de fête alcoolisée et de comportement émeutier. Dans cette foule se trouvait l'auteur Charles Dickens. Il fut tellement dégoûté par la méchanceté et la légèreté de la foule qu'il écrivait une lettre puissante et cinglante au journal The Times. Il y soutenait que le spectacle de la pendaison publique ne servait pas de moyen de dissuasion, mais constituait une forme de divertissement brutalisante et dépravée. Sa lettre donna un élan significatif à la campagne visant à mettre fin aux exécutions publiques, qui furent finalement abolies en Grande-Bretagne près de 2 décennies plus tard. L'horreur de Bermondsey laissa ainsi un double héritage.
un récit glaçant de cupidité et de trahison, et un catalyseur pour la réforme sociale déclenché par l'horreur du crime et l'indécence profonde de son châtiment. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur le cas d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de True Crime.